Alors, je reviens. Salam alaikum à tous. Alors, je ne sais pas si on va me voir. On verra parce que là, j'ai mis le flash. Ouais, on va laisser ça comme ça parce que c'est un peu sombre. Alors, je reviens ici. T'as déjà un foulard? Non, c'est bon, c'est pas la peine. Fermez la porte, maman. Ferme la porte. Alors, ça va, mamie? Ça va, bébé? T'es un peu malade, hein? Allez, j'arrive. Va voir papa, va. Va voir papa 2 minutes. Alors, je reviens. Oh, sorry. Je reviens pour vous parler. Donc dans mon livre, je suis en train d'évoquer pas mal ce livre-là. Ce livre-là qui est Mes souvenirs, hein, du général du Barail. Et donc, je voulais vous lire certains passages. Pourquoi? Parce que ça serait trop long de devoir reparaphraser ce livre. Mais il y a des choses très importantes à savoir. Et donc, il y a un personnage clé dans la colonisation française qui n'est pas assez évoqué et qui s'appelle Youssouf. Youssouf s'était fait passer donc pour un renégat italien. Et en réalité, c'est un juif, d'accord? C'est un juif d'Algérie qui connaît les mœurs et qui a livré donc et qui était élevé dans le Beylicat de Tunis. Il avait eu des problématiques de mœurs en faisant la cour aux filles du bey. Et il avait des problèmes de mœurs de ce côté-là. Donc il fut chassé de la Tunisie. Puis il donna ses services à la France. Alors c'est un personnage clé redoutable, qui est un grand stratège qui a fait en sorte aussi à un moment donné de vouloir prendre le Constantine, le beylik de Constantine, pour supplanter le Hadj Ahmed Bey. On ne parle pas assez de ce personnage et puis on ne parle pas aussi assez donc de, comme je dis, le général du Barail. D'accord, c'est ça, c'est ses écrits authentiques ici. Comme je dis, je le réitère, à quoi il ressemblait. C'est un général du logis qui a foulé donc en 1835 la terre d'Algérie, Al-Jazaïr plutôt. Le terme Algérie est venu bien plus tard par les Français, les colons français, mais ça ne veut pas dire qu'Al-Jazaïr n'existait pas. Donc, je voulais, dans ses écrits, pourquoi je prends en considération ce qu'il écrit? Parce que déjà, il y a vraiment des récits qui ne trompent pas dans l'exactitude des dates. Il y a un regard un peu colon, mais il avait quand même une certaine lucidité qui nous fait dire vraiment que son récit est bien plus viable que tous les récits que nous avons jusqu'alors dès lors entendus. Et donc, je voulais vous lire un petit peu. Donc, j'ai dit que l'émir Abdelkader a été un traître à un moment donné. Bien après sa capture, sa soumission en 1840. J'ai pris des notes, mais je vais vous lire aussi quelques. On va faire une série un petit peu où je vais vous lire souvent un peu mes souvenirs, parce que pour se le fournir, c'est pas toujours évident, à moins qu'il y ait des maisons d'édition qui voudraient les rééditer. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires non plus.
Donc, en 1843, Abdelkader va se réfugier au Maroc avec les Khouans, KH, les Khouans d'Oujda. On ne parle pas aussi de Ben Allel de Qléa, qui a été un très grand chef qui a été tué en 1843, un très très grand résistant contre la colonisation française. Alors, je vais vous lire. J'ai pris des notes, j'ai pas noté la page. Je vais revenir 2 secondes. Alors, la mort de Mustapha Ben Ismaël, c'était un Colourlé, lui, et qui combattait donc l'émir Abdelkader et qui avait rejoint donc la France, et qui a été en fait livré par la tribu des Flitas au service de l'émir Abdelkader. Il avait sa tête dans un sac et sa main qui avait une cicatrice qui avait été remis à Abdelkader pour confirmer sa mort. Ça, voilà. Donc je vais maintenant vous lire aussi comment ça s'était passé vite fait avec le Maroc, le Qaïd d'Oujda, d'accord, qui s'appelait Si el-Ghennaoui, face au général Bedeau pour un accord de paix le 15 juillet 1844. Alors, c'était pour faire un acte de pacification parce que l'émir Abdelkader était parti se réfugier à la frontière marocaine. Mais le Moulay du Maroc soutenait sans soutenir, il ne voulait pas être... En fait, c'est l'émir Abdelkader qui les a mis dans... Il les a mis quand même dans la galère. Et alors, il y a eu toutes des colonnes au niveau du Maroc. Il y a eu plus de 10 000... comment dire? Je vais vous lire, comme ça vous allez mieux comprendre. Ça nous fait comprendre beaucoup de choses aussi par la suite. Alors, 10 000 hommes à la frontière d'Oujda. Ouais. C'est la page 234 du tome 1er. Alors, c'est très très précis hein, comme écrit. Bon. Je prends la volée à la page 232 pour qu'on comprenne. Je vais essayer de lire vite. 15 jours après, le général Tempour venait prendre le commandement de la colonne. Donc c'est le général Dubaray qui parle, hein, de son point de vue. Nous levions le camp, c'est lui qui dit, et nous nous dirigeons en toute hâte vers la frontière du Maroc, où les difficultés les plus graves venaient de surgir et où les renforts affluaient de toutes parts. Pauvre petit sous-lieutenant, je me préoccupais fort peu des causes probables de la guerre renaissante. L'empereur du Maroc, sa majesté chérifienne, comme on l'appelle, ne nous avait pas vus sans inquiétude et sans colère faire, pour ainsi parler, la tache d'huile dans le voisinage de ses territoires. Sans doute il n'eût pas pris les armes pour soutenir Abdelkader, et il n'eut pas écouté les conseils belliqueux de l'émir, qu'il considérait comme un marabout d'importance secondaire. Il ne s'occupait que de ses propres intérêts. Mais Abdelkader, toujours à l'affût et toujours ardent à nous susciter des embarras, rôdait sur la frontière, prêt à attiser le feu et à se jeter dans la mêlée, à la tête de quelques centaines de cavaliers, restés fidèles à sa fortune. Le prétexte de la brouille fut la construction d'une redoute, c'est une muraille, sur une ruine romaine, près du marabout de l'El-Marniya, à 3 lieues de la frontière du Maroc. Le Qaïd d'Oujda, petite ville marocaine située de l'autre côté de la frontière, écrivit au général de la Mauricière, pour le sommer d'avoir à suspendre les travaux de la redoute, en même temps que le gouvernement marocain concentrait sur la frontière des troupes dont on entendait du camp français journellement les exercices à feu. Le général de la Mauricière, qui s'était transporté à Tlemcen pour être apporter des événements, échangea avec le caïd d'une correspondance évasive, renvoyant à la décision des deux gouvernements cette difficulté inopinée.
Au bout d'une dizaine de jours, la redoute, donc la muraille, étant assez avancée pour résister à un coup de main, le général se porta un peu en avant, sans toutefois franchir la frontière, et établit son camp près du marabout de Sidi Aziz. Il avait avec lui 6 bataillons, 4 escadrons et 8 pièces de montagne, soit environ 4500 combattants. De l'autre côté, les Marocains avaient à peu près 10 000 hommes autour d'Oujda, et toutes les forces régulières et irrégulières de l'Empire arrivaient à la rescousse. Les Français étant installés depuis 2 jours à Sidi Aziz, lorsqu'ils aperçurent dans la plaine une cavalerie assez considérable qui marchait sur eux, on abattit les tentes et on prit les armes. Quelques minutes plus tard, 4000 cavaliers environ attaquaient l'avant-garde. Ils furent contenus par les bataillons qui se déployèrent et attendirent pour faire feu qu'ils fussent à 100 pas d'eux. Puis les chasseurs d'Afrique chargèrent, et les Marocains retournèrent, assez démoralisés, à Oujda. Cette cavalerie marocaine composée des gens du sud de race noire, écoutez bien, cette cavalerie marocaine composée de gens du sud de race noire, mélangés par des mariages avec des femmes arabes, ceux qui disent comme ça, passait pour très redoutable. Elle était à peu près uniformément vêtue d'une large culotte, d'un caftan, d'un belos de drap bleu et d'un bonnet rouge pointu, entouré d'une étoffe blanche formant turban, et armée d'un long fusil avec baïonnette et d'un sabre. Quant aux fantassins réguliers, ils étaient peu nombreux, mal vêtus, mal armés et peu disciplinés. L'artillerie comptait quelques petites pièces de campagne, mal attelées et mal servies par des renégats espagnols. Le reste de l'armée, échelonnée de Fès à la frontière, sont composés de gens de pied et de cheval des tribus arabes et berbères. C'était l'avant-garde de cette armée qui venait ainsi d'attaquer, sans déclaration de guerre, le général de Lamoricière et de rendre inévitables les hostilités. Je reviens pour ceux qui disaient que dans le Grand Maghreb, nous avions esclavagisé les Noirs, alors qu'ils se mariaient avec les femmes berbères, dit arabes, mais c'est pas grave. Voilà, c'est une preuve vivante. Et il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a encore beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des défaillances, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc, ça c'était pour ceux qui voudraient faire passer les gens du Maghreb plus esclavagistes que l'ont été les Français et les Américains. Donc, ensuite, c'était donc l'avant-garde de cette armée qui venait ainsi d'attaquer, sans déclaration de guerre, le général de Lamoricière. Ça, je l'ai lu, ok. Le soir même, le général de Lamoricière rentrait à Marnia, où le maréchal Bugeaud arriva bientôt avec des renforts. Avant d'aller rejoindre le gros de l'armée, nous allâmes au sud de Sebdou, exécuter une razzia sur des tribus qui s'apprêtaient à quitter notre territoire pour rejoindre l'armée marocaine. On était au commencement de juin. Il faisait une chaleur épouvantable. Il n'y avait pas d'eau au bivouac. Je fus tellement éprouvé qu'en rentrant à Sebdou, à la tête de mon peloton, je tombai de cheval, évanoui. Je revins à moi dans un lit d'hôpital. On me saigna à blanc, et au bout de quelques jours, j'étais sur pied, impatient de rejoindre mon escadron déjà arrivé à Marnia. Je partis de nuit, tout seul, à cheval, suivi de mon ordonnance au milieu d'une contrée soulevée, et j'eus la chance d'arriver sain et sauf à Tlemcen, d'où je gagnai Marnia pour le premier convoi. Il existait au régiment un ordre déjà ancien qui prescrivait de maintenir dans le rang comme combattants tous les soldats ordonnance et de n'employer pour conduire les chevaux de main ou de bas que des cavaliers indigènes démontés. Comme officier payeur, j'avais cru pouvoir faire exception à cette règle et conserver mon ordonnance française, préposée à la garde de mon cheval, qui portait des sommes parfois considérables. Le capitaine Biliou fut enchanté de me faire la niche de me priver des services de ce cavalier, et il m'ordonna de le remplacer par un indigène qu'il me désigna lui-même. Je protestai vivement. Le commandant Favas me donna tort, et j'eus dû obéir. Mais je déclinai par avance la responsabilité de ce qui pourrait arriver. Mon mouvement de fond était des plus simples. Les cantiniers ou les négociants qui avaient de l'argent à envoyer à leurs correspondants à Oran me l'apportaient contre des bons signés par moi et que le trésorier du régiment payait à présentation. Comme je prévoyais que dans le Maroc où nous allions entrer, je n'aurais plus les mêmes facilités, j'avais emprunté 8000 francs à un négociant qui les avait ostensiblement portés dans ma tente par sac de 1000 francs en écus. Je les avais serrés dans la cantine
qui me servaient de caisse. Nous allons voir bientôt ce qu'ils devinrent. Nous allâmes camper aux eaux chaudes d'Hammam Ben Rara, une délicieuse oasis à peu de distance de Marnia, où nous séjournâmes quelques jours pendant qu'affluaient les renforts, réclamés par Bugeaud à toutes les garnisons de l'Algérie. Le maréchal se rendait bien compte qu'en dépit de la volonté du gouvernement, la guerre s'imposait avec les Marocains, qui avaient eux-mêmes entamé les hostilités. Le prince de Joinville, qui commandait la flotte, partageait cet avis. Seul le général Bedeau, qui surveillait depuis 2 ans et demi la frontière avec beaucoup d'attention, ne désespérait pas de la paix. Et les relations cordiales qu'il avait nouées et qu'il nourrissait avec le caïd d'Oujda, homme fort considéré, appelé si El Genawi, l'entretenait dans cette illusion. Ce caïd, prenant des allures pacifiques, proposa une entrevue dans laquelle on réglerait toutes les questions et difficultés soulevées entre Français et Marocains. Une telle démarche était trop conforme aux instructions venues de Paris pour n'être pas accueillie par le maréchal Bugeaud, qui délégua naturellement le général Bedeau pour représenter la France à cette entrevue. Elle eut lieu à 1 kilomètre de notre campement des Eaux Chaudes, sur la rive droite de Ouled Mouileh, à un endroit appelé Bétrine, le 15 juillet 1844. Le général de la Mauricière et le général Bedeau arrivèrent à notre campement à 11 heures, et les troupes qui les suivaient se rejoignirent à nous. Il y avait là 4 bataillons d'infanterie, les 4 escadrons de Spahi et 2 escadrons du 2e chasseur d'Afrique, sous les ordres du commandant de Perroni. De son côté, la petite armée marocaine qui campait autour d'Oujda avait pris les armes et s'était rangée en bataille en face de nous. Elle comprenait environ 4000 cavaliers réguliers du Marzen, à peu près autant d'irréguliers, plus un bataillon recruté à Fès et décoré du titre d'infanterie de la garde impériale. Sous un arbre placé entre les 2 armées, mais plus près des Marocains que de nous, le caïd d'Oujda attendait le général Bedeau, qui se dirigeait aussitôt vers lui, accompagné de son aide de camp, le capitaine Espivant, de la ville Boinay, d'un interprète, M. Skusbo, du caïd de Tlemcen, Si Ahmed Issakel, et escorté de quelques chasseurs d'Afrique. Quelques minutes plus tard, le colonel Youssouf passait devant nos rangs, suivi du capitaine Fleury. Ce dernier arrivait à hauteur du premier, à escadron, frappé de la pâleur du capitaine de Rovigo, s'arrêta brusquement et lui dit « Qu'est-ce que vous avez, Rovigo? Est-ce que vous êtes malade ?»« Non, répondit Rovigo. Seulement je serai tué ce soir, moi et mon fourrier Bauer, voilà. » Le fourrier, en entendant cette singulière prophétie, fit sur son cheval un haut-le-corps significatif. « Quelle plaisanterie, répondit Fleury. La paix va être signée. Voyez là-bas, au milieu des Marocains, le général Bedeau qui est en train de la conclure. » Puis il passa en haussant les épaules. De la place où nous étions, nous ne voyions rien. Nous ne savions pas, par conséquent, que dès l'arrivée du général Bedeau, le caïd d'Oujda avait eu toutes les peines du monde à le faire respecter par ses gens, et que le bataillon de Fès était travaillé par une fermentation qui allait bientôt dégénérer en acte d'hostilité. Peu à peu, les 2 ailes des Marocains se rapprochèrent de notre ligne de bataille, jusqu'à former avec elles un arc de cercle dont nous étions la corde. Bientôt la fusillade s'en mêla, et nous entendîmes les balles siffler sur notre droite, du côté des chasseurs d'Afrique. Nous apprenions que le capitaine Domas, le frère du colonel, était grièvement blessé d'une balle qui lui avait brisé le pied, et qu'un trompette était tué. Les cavaliers marocains avaient fini par dérober à la vue du général de la Mauricière l'endroit où se trouvait le général Bedeau, et on commença à être très inquiet sur le sort de notre plénipotentiaire. Courir à son secours, c'était risquer de le faire écharper, lui et ses compagnons. Enfin, on les vit, avec un immense soulagement, revenir sains et saufs, la conférence ayant été rompue. Le général de la Mauricière, effrayé de la responsabilité qui pesait sur lui, n'osait pas donner le signal du combat, de peur d'amener une rupture irrémédiable. Il se borna à se replier, en tenant en respect l'ennemi qui devenait pressant. Il envoya en même temps le commandant de Martinprey avertir le maréchal, qui croyait si peu à la gravité des événements qu'il était resté au camp, où tout le monde était persuadé que la paix allait être conclue. Les nouvelles apportées par le commandant ne le surprirent cependant pas, car il avait toujours soutenu que pour avoir la paix, il fallait l'imposer au Maroc par un acte de guerre.
Allez dire au général de la Mauricière, dit-il aussitôt, de faire volte-face à l'ennemi. J'arrive moi-même à la rescousse. Nous n'entendions que cet ordre. Les 4 bataillons se formèrent immédiatement en carré, et quand les Marocains eurent épuisé sur eux leur première ardeur, on fit donner les spahis, soutenus par les chasseurs d'Afrique. Mais avant même que la charge fût commandée, nous vîmes partir à fond de train le capitaine de la Chèvre, se dirigeant du côté d'un fanion ennemi qu'il espérait enlever. Il allait chercher sa croix. Il ne revint jamais, et jamais on n'a pu savoir ce qu'il était devenu. Fut-il fait prisonnier, tué ou décapité, ou perdu au fond du Maroc? Mystère. Notre charge réussit à souhait. La cavalerie marocaine, vigoureusement abordée, fut dispersée et disparut en un clin d'œil. Quant au malheureux bataillon de la garde, il fut à peu près anéanti. Nos pertes étaient insignifiantes et nos spahis revenaient, portant au bout de leurs fusils environ 150 têtes qu'ils allaient bientôt déposer aux pieds du maréchal en défilant devant lui. Ça, c'était pour parler vite fait d'un aspect qui est très important. Ensuite, je vais aller un petit peu, je prends à la volée, des choses qui sont très par rapport au Kabyle. Et à l'émir Abdelkader. En Kabylie. Pendant qu'Abdelkader, à la tête de ses cavaliers, côtoyait sans y prendre part nos opérations de guerre contre le Maroc, il avait dépêché des émissaires à toutes les sociétés religieuses de l'Algérie qui lui obéissaient, afin de préparer une insurrection générale pour le cas où nous serions battus. La victoire d'Isli ayant détruit cette hypothèse, l'émir eût désiré la tranquillité provisoire, mais ses excitations avaient enflammé quelques têtes folles de la Kabylie, et au lendemain de sa victoire, le maréchal Bugeaud apprenait sans surprise d'ailleurs que les tribus kabyles menaçaient la Mitidja. Il revint rapidement à Alger, réunit les troupes disponibles et se porta avec elles au col des Beni Aïcha, à l'extrémité est de la plaine. Là, il débusqua les Kabyles de position qu'il jugeait inexpugnables et les châtia. L'escadron de Médéa, dans lequel j'étais classé comme lieutenant et que je n'avais pas encore rejoint, fit partie de cette expédition. Les quelques jours que je passais à Oran, en convalescence, furent marqués par un incident assez insignifiant mais curieux tout de même. À ma nomination d'officier, mon père m'avait fait cadeau d'une paire de pistolets à laquelle naturellement je tenais beaucoup. Ces armes me furent volées dans une petite chambre. Voilà, il parle de lui. Là, je descends. On va aller. Il parle des gazelles, qu'il y avait beaucoup de gazelles, les chiens slogués. La gazelle s'élevait très bien, devenait très familière, mais malheureusement ne vivait pas longtemps en captivité et mourait de la nostalgie des grands espaces. Ouais, je vais revenir. Faut que je le retrouve. Le capitaine Pia. Il arrive. Ça c'est Boubarla. Il parle de Boubarla, de Boumaza. Comment l'émir Abdelkader Mokrané. Le massacre de Sidi Ibrahim, ça a été un tournant aussi pour eux. Alors. Ah. Ouais. Voilà. Donc, je vais passer à la volée, à la page 274, 274. Les symptômes d'insurrection dont le massacre de Sidi Ibrahim avait donné le signal arrêtaient le recrutement. Presque tous les indigènes de mon escadron, formé en 1842, avaient accompli leur engagement de 3 ans et quitté le corps. Enfin, notre formation, en 20 escadrons, répartis dans les provinces d'Algérie, avait entraîné de tels inconvénients qu'on revenait au système régimentaire. Le colonel Youssouf fut nommé maréchal de camp et conserva la haute main sur les 3 nouveaux régiments.
commandé le premier pour la province d'Alger par le colonel Domas, le second pour la province d'Oran par le colonel Montauban et le troisième par la province de Constantine par le colonel Bouscarène. Seulement le colonel Domas était maintenu directeur des affaires indigènes. Le commandant d'Alonville, promu lieutenant-colonel, le remplaça à la tête du premier régiment. Ah, je vais arriver. J'y arrive. Alors, je devais attendre encore pendant 3 ans mon troisième galon, et je me trouvais toujours à Médéa lorsque, au mois de septembre, le général Marémonge repartit pour une expédition en tout point semblable à celle qu'il avait été faite au printemps. Les circonstances étaient identiques. Il s'agissait encore de contenir les Kabyles remuants. Identique fut aussi la composition de la nouvelle colonne, avec cette différence toutefois que la cavalerie comprit 3 escadrons du premier chasseur d'Afrique, commandé par le lieutenant-colonel de Nou, et mon seul escadron de Spahis réduit à la moitié de son effectif. Identique enfin fut l'attitude du bon général Marémonge, qui vint reprendre en face des pentes du Durdura son ancien campement et continua de peser sur le pays en attendant les événements. Chaque matin, les chefs de détachement, parmi lesquels je figurais comme commandant de l'escadron des Spahis, se réunissaient pour le rapport autour du général qui leur adressait invariablement les instructions suivantes. La situation n'a pas changé. Nous pesons sur le pays tout en protégeant la population contre les insurrections des Kabyles. D'ici où on peut voir facilement la tente de l'agitateur au milieu des contingents qu'il a réunis autour de lui. Il s'agit donc de faire bonne garde. Demain nous séjournerons encore où nous sommes, à moins que des événements que je ne prévois pas nous obligent à faire un mouvement. Mais il est entendu que si je ne donne pas l'ordre contraire, nous ne lèverons pas le camp. Le 21 septembre 1845 qu'eut lieu le désastre qui, dans l'histoire de la conquête d'Algérie, s'appelle le massacre de Sidi Ibrahim. Notre amour-propre national n'a voulu y voir qu'un guet-apens préparé par Abdelkader. Mais la justice qu'on doit même à ses ennemis veut qu'on y reconnaisse non pas un acte odieux de trahison, mais un fait de guerre loyale très habilement exécuté. Vous avez entendu ? Notre amour-propre national n'a voulu y voir qu'un guet-apens préparé par Abdelkader. Mais la justice qu'on doit même à ses ennemis veut qu'on y reconnaisse non pas un acte de trahison, mais un fait de guerre loyale très habilement exécuté. Pourquoi il parle de trahison? Parce qu'il y avait des accords entre eux. Voilà. Et il y a beaucoup de choses à dire. Donc, voilà, on va un peu plus loin. Le 19 septembre. Ah, je vous dis, hein, c'est très complet. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, on ne lit pas que à travers le prisme du colonisateur. Il faut entrecouper les récits. Le général Ducrot, comte du Barail, ceux qui étaient sur place. Hein, Alexis de Tocqueville, il faut entrecouper. Et aussi, ce qui est de nous aussi, de notre point de vue, en tant qu'Algériens. En tout cas, la Kabylie, hein, elle n'a pas trahi, bien au contraire. Là, on va parler de Mokrani aussi. Abdelkader, il y en a beaucoup qui croyaient au Moulsea. Le Mohamed Ben Abdallah, contre lequel nous nous étions escrimés en Kabylie, était surnommé Boubarla, l'homme à la mule. Le Mohamed Ben Abdallah, qui opéra parallèlement aux environs d'Orléansville, était surnommé Boumaza, l'homme à la chèvre, à cause d'une chèvre familière qui le suivait partout comme un chien. Voilà. Et après, je peux dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est un incontournable ce livre. Il est en 3 tomes. En 1847, l'émir Abdelkader va faire sa soumission au duc d'Aumale. Il s'est rendu. En 1845, il était en train encore de les combattre. En 1847, il s'est rendu au duc d'Aumale. Pendant 12 ans, de 1847 à 1859, la Kabylie, elle a tenu, elle n'a pas bougé d'un cil contre le colon français. Et ensuite, ils sont revenus eux-mêmes en 1859 avec justement le général du Barail pour faire une razzia définitive pour la Kabylie. Alors que eux, ce qu'ils avaient fait, ils avaient brûlé, ils n'arrivaient pas à monter en fait dans les montagnes
Mais le peu qu'ils ont réussi à faire, ils ont brûlé les villages et tout. Et les Kabyles les attendaient en bas pour la redescente. Et là, ils ont pris la raclée. C'était. Et donc, en 1859, ils sont revenus à la charge aussi. Et voilà. Donc, on essaye de faire passer les Kabyles pour des traîtres, alors qu'à un moment donné, Abdelkader, il était parti se réfugier dans les montagnes kabyles. Et il n'a pas été refusé, bien au contraire. Et il montait. C'est après. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Arrêtez de nous raconter l'histoire à l'envers. Hein. On a des livres, que vous le vouliez ou non, écrits noir sur blanc, aussi par les propagandistes en Algérie qui sont au pouvoir actuellement. D'accord? Arrêtez de taper trop sur la Kabylie. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu beaucoup de traîtrises, des gens un peu de partout. Mais il y a eu beaucoup de traîtrises, bien plus des gens de l'Ouest. Hein. Et il y avait beaucoup comment dire, de tribus qui ont été décimées, des tribus de l'Ouest qui n'étaient pas d'accord avec l'émir Abdelkader, qui se sont trouvées contraintes à aller rejoindre les Français pour protester soi-disant du pouvoir de l'émir Abdelkader à partir du traité de la Tafna de 1837. C'est là on a commencé à dire ouais, c'est finalement eux les traîtres, alors qu'ensuite, quand les Français faisaient des razzias sur ces tribus, l'émir Abdelkader les terminait derrière. Ah ouais, noir sur blanc, venez avec vos arguments, on va venir avec les nôtres. Salam alaikum, je m'arrête. À bientôt.